Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, je suis Charles Blegoudé, je me présente à nouveau. Je suis président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Alors, je suis face à vous ce matin pour deux faits sur lesquels je me ferai le devoir de me prononcer. Notamment, la grâce présidentielle qui a été prise hier par le président de la République de Côte d'Ivoire. Ensuite, l'opération de déguerpissement qui a lieu depuis quelques semaines à Yopougon, précisément à Yopougon-Jesco. Parlant du premier fait, la Côte d'Ivoire, notre pays, a eu l'honneur d'accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons accueilli 23 nations ici. Pendant des semaines, les Ivoiriens, sans distinction de parti politique, d'ethnie, de religion, ont vécu les mêmes émotions, ont chanté le même hymne national, ont porté la même couleur. Ensemble, nous avons pleuré. Quand l'espoir d'une qualification s'éloignait de nous, parce que on trouvait inconcevable qu'on puisse venir nous humilier chez nous à la maison. Et tous, on priait pour que notre pays soit honoré et qu'il soit sur le toit de l'Afrique. Nous avons soutenu notre équipe qui, Dieu merci, a été consacrée champion d'Afrique football. C'est ce que nous sommes désormais. Et nous avons eu notre 3e étoile. On a senti une Côte d'Ivoire unie. C'est la première fois, depuis plus de 20 ans, que nous avons retrouvé une Côte d'Ivoire unie, que nous avons trouvé des Ivoiriens rassemblés dans un même élan de patriotisme. Ce qui veut dire qu'il est possible de construire cette nation ivoirienne, qu'il est possible de construire une Côte d'Ivoire dans le respect de nos différences. Dois-je encore le répéter ici? Tout le monde ne peut pas être COJEP. Mais tous, dans le respect de nos différences, unis autour de notre pays, nous pouvons bâtir cette nation. Et l'espoir de l'Afrique peut prendre ses racines à partir de la Côte d'Ivoire. C'est dans cet élan-là, je pense, que le président de la République de Côte d'Ivoire a bien voulu prendre une mesure de grâce hier qui a permis à certains de nos concitoyens qui étaient dans les liens de la détention d'humer de nouveau l'air de la liberté, de retrouver leur famille. Je suis mieux placé pour parler de ce que cela signifie, retrouver sa famille, de laquelle on a été coupé depuis plus d'une dizaine d'années. Je voudrais, ici, au nom du COJEP et au nom des miens, mais à mon nom personnel, saluer cette mesure de grâce qui a été prise par le chef de l'État. Je voudrais surtout lui dire merci pour cette initiative courageuse qui a été prise à l'endroit de certains Ivoiriens qui manquaient à leur famille,
Le faisant, le chef de l'État vient ainsi de transporter le trophée africain dans chaque foyer, permettant à ces familles-là aussi de se réjouir de ce trophée-là. Je voudrais aussi, dans le même élan, signaler un cas qui, pour ma part, a certainement été un oubli. Je veux parler du lieutenant Bawa, qui était un commando marin, qui était mon voisin à la DST, qui a été mis sous mandat de dépôt le 31 décembre 2013 et qui a été condamné à 10 ans, pardon, je le reprends. Le lieutenant Bawa, qui a été condamné à 10 ans et qui a été mis sous mandat de dépôt le 31 décembre 2013. Vous allez compter avec moi. 2013, 2023, cela fait 10 ans. Il a fini de purger sa peine. Il est encore dans les liens de la détention. Et il n'est pas sur la liste. Je considère cela comme une omission qui peut être corrigée. Dans ce même élan, il y a d'autres citoyens ivoiriens, et non des moindres, qui ont été omis sur cette liste-là. Notamment le président Gbagbo et moi-même. Mais je considère que c'est un processus qui continue et que notre temps viendra afin que nous puissions retrouver nos droits civiques et politiques pour faire ce que moi je sais faire le plus, c'est-à-dire servir la Côte d'Ivoire. Je vais donc plaider auprès du chef de l'État pour qu'il puisse continuer dans cet élan que nous saluons. Aux familles de ceux qui viennent de bénéficier de cette mesure de grâce, je voudrais partager avec elles la joie de retrouver leurs enfants, pour les papas, de retrouver leur père, de retrouver leur mari pour les épouses. J'ai été dans le village du général de Boblé. Il savait combien il manquait à son village, à sa famille. Et je sais que depuis ce matin, ce village est en joie, tout comme les villages des autres détenus qui ont été libérés. Je voudrais aussi plaider pour Seka Seka, qui n'est pas sur cette liste-là. Je plaide pour que cette mesure puisse s'étendre à M. Seka Seka et à d'autres prisonniers qui certainement ont été omis. Dis aux Ivoiriens que ce genre d'occasions sont rares, qui rassemblent une nation, qui plus est une nation qui était blessée, qui était traumatisée par une guerre et non des moindres. Mais, voyez-vous, c'est sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale que l'Europe a été bâtie. Je prends toujours un exemple unique, celui de la France et de l'Allemagne, qui ont réussi à passer du face à face au côte à côte. Et qui aujourd'hui sont le couple qui tient l'Europe. Ça, ce sont les nations. Je peux aussi prendre l'exemple de l'Afrique du Sud, qui, à travers la commission Vérité et Réconciliation, a réussi à faire vivre ensemble dans la même nation, noir et blanc. L'Afrique du Sud fait partie des grands pays aujourd'hui de l'Afrique et même du monde. Je prends l'exemple du Rwanda qui est passé par là. Près d'1 million de morts en moins de 3 mois. Si ces nations qui ont été blessées avant nous ont réussi à se rebâtir et à embrasser de nouveau l'espoir de vivre ensemble, la Côte d'Ivoire, notre pays, le peut aussi. Et la CAN qui a été remportée par notre équipe nationale nous donne l'occasion. Oui, faisons de nos différences une richesse. Oui, respectons les opinions des uns et des autres. Et plus jamais, aucun Ivoirien ne doit être privé de ses libertés
pour sa différence d'opinion. C'est dans la contradiction que naît la vérité. Voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne le premier point. Au niveau social, depuis quelques jours, il y a une opération de déguerpissement qui a lieu dans la commune de Yopougon. La brutalité et la soudaineté avec laquelle cette opération a lieu appelle à plusieurs interrogations. De ce que je sais, le gouverneur du district d'Abidjan a été nommé il y a seulement quelques mois. Avant lui, il y avait le premier ministre actuel, Begré Mambé. La question que je me pose, est-ce que c'est parce que l'ancien gouverneur, aujourd'hui premier ministre, n'avait pas les moyens de faire cette opération? À quel moment cette opération a été programmée et planifiée? Pourquoi n'est-elle pas faite en harmonie avec les différents maires des communes? Parce qu'elle a d'abord été tentée au plateau, dans la commune du plateau. Le maire s'y est opposé, arguant qu'il n'y était pas associé. Après le plateau, la même opération prend la route de Yopougon. Le maire de Yopougon déclare qu'il n'y était pas associé. Hier, il a même pondu une déclaration. Il y a eu un conseil extraordinaire de la municipalité de Yopougon hier. Le conseil de Yopougon dit se désolidariser de cette opération qui a cours. Il dit ne pas comprendre sa mise en œuvre. À qui la faute? Nous sommes conscients que l'urbanisation, l'assainissement, le développement va de pair avec la prise de mesures, certainement, et avec des actions. Mais cela doit s'accompagner de certaines mesures sociales. On ne fait pas le développement contre les populations. On fait le développement pour les populations. Regardez, chers messieurs et dames, une école qui abrite, selon la municipalité de Yopougon, plus de 1880 élèves. Cette école est détruite dans cette opération. Que deviennent les 1880 élèves? En pleine année scolaire, au nom de l'urbanisation, ils sont jetés à la rue. Qu'est-ce qui a été prévu pour ces 1880 élèves? Des établissements d'accueil ont-ils été prévus pour les recaser, comme cela a été fait ici en Côte d'Ivoire? Quand il y a eu la guerre en 2002, les étudiants, les élèves qui ont fui les zones de guerre de Boaké, de Korogo et autres sont venus à Abidjan et l'État les a recasés, les a réorientés. Je souhaite donc, comme le mal est déjà fait, que des mesures de réorientation et de recasement soient prises immédiatement pour ces élèves, pour éviter d'encore former 1880 microbes. Parce que c'est comme ça que ça commence. On ne joue pas avec l'éducation. Deuxièmement, que les municipalités, en collaboration avec le district d'Abidjan, puissent maintenant mettre en œuvre, concevoir des programmes de HLM. C'est-à-dire des habitations, des logements moyens. Parce que tout le monde n'a pas 50 millions pour acheter une villa. Tout le monde n'a pas 70 millions pour payer une villa. Voir le billet de 1000 francs pour certaines familles, c'est un dur labeur. On fait la politique pour les peuples. On fait la politique pour impacter nos populations. C'est pourquoi je propose cette mesure-là. Parce que jusqu'à présent, je ne comprends pas du tout ce qui se passe à Yopougon.
le désaccord même entre les différents maires des communes concernées et le gouverneur du district d'Abidjan en appelle à beaucoup de questionnements. Pour qui travaille le gouverneur d'Abidjan? Pour le peuple ou pour lui-même? Pourquoi ce manque de communication préalable? D'abord, information, recasement, ensuite, destruction. Quand on est convaincu que ceux qu'on déguerpit sont casés ou ont eu les moyens d'être casés, ne me dites surtout pas qu'on leur a donné 100 000 francs ou 150 000 francs. Nous tous, nous savons ce que les maisons coûtent ici en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je m'en vais marquer ma solidarité envers les populations qui, en ce moment, sont dans cette situation-là. Je leur demande de tenir, je leur demande d'arriver à dominer cette situation très difficile, très pénible, mais surtout, je voudrais demander aux autorités concernées d'aller assister ces populations. Ce sont les Ivoiriens. C'est pour eux qu'ils sont élus. C'est eux qui les ont mis en mission pour améliorer leur vie et non les détruire. Je demande que ce genre d'opération de développement soit accompagné d'humanité. Que cela soit accompagné d'humanité. Ces peuples ont besoin de ceux qu'ils ont choisis pour les diriger. Je vous remercie. Oui, je peux prendre quelques questions ou présenter simplement. Bonjour, M. Léguidé, Pierre Donnelieu de l'Agence France-Presse. À propos de la grâce présidentielle d'hier, il y a parmi les graciés des auteurs reconnus coupables de crimes de sang. Est-ce que pour vous, est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer certaines personnes, notamment les familles des victimes, que ces personnes-là aujourd'hui puissent sortir de prison avant la fin de leur peine? Merci. Je voudrais d'abord exprimer toute ma solidarité à l'endroit de toutes les victimes de la crise qui a secoué notre pays. Quand je parle des victimes, je ne parle pas des victimes RHDP seulement. Je ne parle pas des victimes pro-Gbagbo ou des victimes pro-Bédié. La mort n'a pas de parti politique. Il y a même des Ivoiriens qui n'ont jamais fait de la politique, qui n'appartiennent à aucun parti politique et qui ont trouvé la mort dans cette crise. Je prends par exemple en 2002 le cas de feu Marcelin Yapstassi. C'est un musicien reconnu, un arrangeur reconnu. Il n'appartient à aucun parti politique. Il est parti dans la fleur de l'âge. Il y a comme ça d'autres inconnus que cette guerre-là a emporté. Donc quand on parle de victimes, faisons attention. Ce ne sont pas nos victimes ou les victimes de nos partis politiques. Ce sont des Ivoiriens qui ont été victimes des actions ou des ambitions de certains hommes politiques. Il faut le dire tout net. C'est pourquoi nous nous battons pour faire la politique autrement, avec humanité. En prenant en compte que les mots qui sortent de nos bouches engagent la vie de millions d'Ivoiriens. Cela dit, je voudrais exprimer toute ma solidarité à toutes les victimes de la crise qui a secoué notre pays. Et je ne le dirai jamais assez, dès que j'ai été acquitté à La Haye, mon premier mot, c'était à l'endroit des victimes, devant même la Cour pénale internationale, demandant à mes partisans qui étaient en train de célébrer d'avoir le triomphe modeste. Quand je voulais venir en Côte d'Ivoire, j'ai demandé moi-même qu'il n'y ait pas d'accueil, d'affluence à l'aéroport, pour le respect pour les victimes. Mieux, j'ai demandé pardon à toutes les victimes. Et je voudrais encore saisir cette occasion de grâce présidentielle pour demander pardon à toutes les victimes de la crise ivoirienne. Souvent, quand on parle de pardon, il y en a qui disent, mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il demande pardon? C'est un faiblard. Ils ne savent pas de quoi il parle. Winnie Mandela a été victime de l'apartheid. Devant la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, dirigée en son temps par Desmond Tutu, Winnie Mandela a demandé pardon. Non seulement elle a été victime, ses enfants ont été victimes, son mari a été victime. Ça ne lui a pas enlevé son nom, Winnie Mandela. Mais ça a soigné des plaies en Afrique du Sud.
C'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce que je fais encore ce matin. Je demande pardon à toutes les victimes de la crise post-électorale. Est-ce que la grâce présidentielle qui met en liberté certains acteurs de la crise post-électorale ne vient pas encore remuer le couteau dans une plaie à peine cicatrisée? C'est comme ça que je résume votre question? Non. Le pardon exige une force mentale. Et avant la Côte d'Ivoire, plusieurs nations ont connu les moments que nous connaissons aujourd'hui. Même en pire. C'est le rôle des survivants, par leur force du pardon, de vider les contentieux qui ont endeuillé leur nation. Et les victimes de la crise post-électorale ou des différentes crises post-électorales en Côte d'Ivoire doivent avoir aussi cette force-là. C'est leur manière à eux de participer aussi à reconstruire la nation ivoirienne. Je pense qu'il faut plutôt encourager que d'autres mesures soient prises pour qu'on vide ce contentieux. Mais en prenant en compte ces victimes-là, qui ne doivent pas se sentir comme des laissés pour compte, au nom d'une réconciliation. Ces mesures sont des mesures d'accompagnement au niveau social, sont des mesures d'accompagnement au niveau psychologique, pour leur permettre d'oublier, pour soigner leurs plaies. Je ne parle pas de l'oubli comme ce mal-là, mais je parle de l'oubli en tant que cataplasme du cœur. C'est de cela que je parle. Chers messieurs, pour moi, ensemble, main dans la main, nous devons réussir à redonner à la Côte d'Ivoire ce que nous avons vu tout récemment à la CAN. Ces Ivoiriens qui chantent ensemble, ces Ivoiriens qui pleurent ensemble, ces Ivoiriens qui se réjouissent ensemble, au nom d'une seule couleur, au nom d'une seule nation. Cela est possible. Merci. Oui, vous vous présentez. Ok. Bonjour, M. Charles Degoudé. Alors, je suis M. Prince de la chaîne de télévision NTV. Voilà. À l'évidence, quand vous étiez en train de parler, vous dites que votre nom a été oublié par rapport à la grâce présidentielle que le président a accordée à certaines personnes. Vous, votre nom est également sur le nom du président Babé. Je voulais savoir, est-ce que jusqu'à présent, vous l'avez parlé? Merci. D'abord, je voulais vous rappeler que le président Gbagbo a été gracié, donc son nom n'a pas été oublié. Puisque là, c'est une mesure de grâce. Et le président de la République avait déjà pris une mesure de grâce en faveur du président Gbagbo Laurent. Deuxièmement, je n'ai pas dit que mon nom a été oublié. J'ai plutôt plaidé pour que le chef de l'État continue dans cette mesure, dans cet élan de rassembler les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est sa responsabilité en tant que premier citoyen ivoirien. On a parlé de la Côte d'Ivoire de Fouboigny. On a parlé de la Côte d'Ivoire d'Henri Konan Bédié en son temps. On a parlé de la Côte d'Ivoire de Gueye Robert, père son âme, aussi. On a parlé de la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, on parle de la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Sa responsabilité est grande. D'autant plus qu'il vient au pouvoir dans les conditions que nous tous nous connaissons. Il faut recoller le morceau. Il faut recoudre ce qui a été déchiré. Et cela appelle à beaucoup de maîtrise de soi. Chers messieurs, je ne dis pas que j'ai été oublié. Je salue cette mesure de grâce. Moi, je me bats pour les autres. Je ne me bats pas pour moi-même. Vous demandez si je ne suis pas libre. Cela dépend de ce que vous donnez comme connotation et contenu au mot liberté. Si pour vous être libre, c'est marcher dans la rue, seulement, pour moi, ce n'est pas ça. Je suis politique. Je me bats pour les Ivoiriens. Et je veux, moi, concourir pour la présidentielle en Côte d'Ivoire. Pourtant, je suis privé de mes droits. Je vais recouvrer mes droits civiques et politiques. Parce que je veux compétir aussi. Or, cette mesure de condamnation à 20 ans me prive de cette compétition-là. Je ne l'ai jamais caché. Depuis que je suis étudiant, je me bats
pour demain être parmi les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Et qui plus est, maintenant, je me bats pour un jour être président de la République de Côte d'Ivoire. Pour le faire, je dois me soumettre au suffrage des Ivoiriens que je dois solliciter. Comment le faire si je suis encore condamné à 20 ans et privé de mes droits civiques et politiques? Cela dit, j'apprécie déjà le fait que je suis en liberté. Je ne suis pas en liberté du fait de quelqu'un. Je suis en liberté parce que j'ai gagné mon procès à la CPI. Je veux que cela soit très clair dans votre esprit vous-même. On ne m'a pas mis en liberté à la CPI parce qu'on a eu pitié de moi. On n'a pas mis en liberté à la CPI parce que je suis malade. Non. J'ai gagné mon procès face au procureur de la Cour pénale internationale. D'abord en première instance. Non content, il a fait appel. J'ai été d'abord acquitté le 15 janvier de l'année 2019. Le procureur fait appel. Je suis acquitté à 16h, à 21h, on m'a remis les notes. Et on m'a ramené en prison. Ça, il faut que les Ivoiriens le sachent. J'ai fait 2 semaines en prison. Ensuite, le 1er février de la même année, en 2019, je suis mis en liberté, maintenu à la haie, puisque le procureur a fait appel. Mon dossier et celui du président Gbagbo montent donc à la chambre d'appel. Le 31 mars de l'année 2021, la Cour pénale internationale se prononce définitivement sur mon acquittement. Et celui qui prononce la décision est non seulement le président de la chambre d'appel de la CPI, mais c'est le président de la Cour pénale internationale, dont les décisions sont sans appel, sans recours. Le dossier Charles Blé Goudé, vous devez le retenir, au nom de la clause non bis idem en droit, personne ne peut être jugé pour les mêmes faits et condamné pour les mêmes faits. J'ai été amené à la Cour pénale internationale parce que, selon les autorités de mon pays, les institutions judiciaires de la Côte d'Ivoire n'étaient pas prêtes et ne pouvaient pas me garantir un procès équitable. C'est pourquoi j'ai été transféré à la Cour pénale internationale. Les vidéos existent. Pourquoi j'y ai été conduit? Pour être jugé des faits relatifs à la crise post-électorale. Tous les faits. Pour ces faits, j'ai été acquitté. Donc, je suis libre parce que j'ai gagné mon procès. Maintenant, la condamnation à 20 ans qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, je ne le dirai jamais assez, c'est une condamnation politique. Elle trouvera une mesure politique. Et je demande à mes militants, à mes responsables, de ne entreprendre aucune action de rue pour cela. Entre acteurs politiques, on se parlera et on trouvera une décision politique. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas en ce moment besoin de tumulte. Nous sommes en train de reconstruire mentalement les Ivoiriens eux-mêmes. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça vous va? Merci. Oui. Bonjour, Président, je suis Didier Assoumoun de l'Infodrome. Donc, relativement à l'opération de déguerpissement, ce matin même, j'ai eu l'occasion d'avoir au téléphone le vice-gouverneur, M. Diego Coloma. Alors, pour lui, l'école a été détruite simplement parce qu'elle a été bâtie sur une emprise. Et que cette école est une annexe, donc les élèves seront donc relogés dans l'école principale. Alors, l'opération se poursuit. Le gouverneur a annoncé que du 9 au 13 mars prochain, d'autres 176 17 sites seront également déguerpis. Alors, au-delà donc de cette déclaration que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous comptez donner de la voix justement pour défendre les droits et les populations ivoiriennes? Voilà, donc, Ghana est en ce moment même en train d'être déguerpi. Voilà. Merci. Je le répète encore ici. Tout plan d'urbanisation, tout plan de développement, tout plan d'assainissement s'accompagne de mesures sociales, soit de recasement ou de dédommagement. C'est ce que nous demandons aux autorités du district d'Abidjan, qui ont certainement conçu ce plan-là pour donner fière allure à Abidjan, ou empêcher que ceux qui sont dans des endroits
comme des quartiers précaires et qui souvent sont victimes d'éboulements puissent être protégés. Soit. Mais il faut que cela soit accompagné des visages humains. Il faut que cela soit accompagné des mesures d'humanité. C'est ce que nous demandons. On ne surprend pas les gens la nuit pour les déguerpir. Ça ressemble à des actes d'un petit voleur qui se cache. Une autorité ne se cache pas. Elle a l'autorité, elle agit. Et elle agit après avoir convaincu les populations pour lesquelles elle est en mission. Il faut juste rappeler au gouverneur d'Abidjan et à toute son équipe qu'ils sont en mission pour les populations et non pour eux-mêmes. Ce n'est pas un problème d'ego. Personne ne leur discute leur autorité. Seulement, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Les élèves seront casés. Vous êtes dans le futur. Les élèves doivent être casés d'abord, avant la destruction de l'école. L'école est détruite quand on a l'assurance que le dernier élève a été recasé. Parce que là, nous sommes en pleine année scolaire, à quelques mois des examens de fin d'année. Ça perturbe, ça trouble. Et les parents et les élèves eux-mêmes. Voilà notre position là-dessus. Merci. Oui. Merci, Président. Monsieur Traoré, journaliste à la télévision LCI. Président, vous avez évoqué, il y a d'autres qui ont été oubliés, vous avez cité le cas de Sika, mais il y a le cas de ceux dont le dossier était en traitement auprès de la chambre d'accusation. Ils n'ont pas été jugés, ils ont été arrêtés depuis 2020, ils sont là, ils ne sont pas couverts par cette mesure de grâce. Qu'est-ce que vous dites de cela? Merci. Ceux dont vous venez de parler, qui sont en instruction, dont le dossier ne sont pas encore arrivé à jugement et qui ne sont pas encore condamnés et qui, par conséquent, ne bénéficient pas de cette mesure, bon, sont des collègues à moi. Voilà. Ce sont des collègues à moi. Et c'est un processus. C'est ce que je comprends. C'est un processus. Le moins que je puisse faire, c'est de plaider auprès des chefs de l'État pour que on puisse vider définitivement le dossier relatif aux différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues. Parce que nous sommes en 2024. Je considère 2024 comme l'œuf duquel va sortir le poussin 2025. Qui est une année charnière aussi. On ne va pas rentrer en 2025 avec le contentieux de 2011, avec le contentieux de 2020. C'est pourquoi j'en appelle encore pour que le chef de l'État puisse vider ce contentieux-là. Il faut tourner définitivement la page des différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues. Cela est possible. Donc, je pense que nous nous informons quotidiennement au COGEP ici pour que nous ayons toutes les informations afin que les démarches soient menées. Merci. Oui, Binta. Juste une question pour rebondir sur la question de mon confrère. Ils sont combien dans ce cas-là aujourd'hui? Est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes sont toujours dans les liens de la détention et en prévention? Merci, Binta. Quand une telle mesure est prise, tout de suite, les équipes se réunissent pour faire le point. Nos équipes ont été dépêchées à 2 endroits. Un, à Jesco, à Yopougon, pour les mesures pour l'opération de déguerpissement, pour avoir vraiment tout le contour de cette affaire. Ensuite, à la MACA, en prison, qui est devenue aujourd'hui PPA. Voilà. Et donc, nous nous informons et d'ici là, une liste sera publiée. J'ai seulement souligné les cas de 2 personnalités militaires connues, notoirement. Notamment, Seka. Tout le monde a été surpris qu'il n'était pas sur la liste. Ensuite, le lieutenant Bawa, qui, par contre, a, lui, purgé toute sa peine. Mais je dis, je suis mieux placé en ce qui concerne les prisonniers pour comprendre les situations. On n'est pas en prison, nous-mêmes, on ne sait pas ce qui s'y passe. Peut-être que Seka n'est pas sur la liste pour d'autres raisons que moi je ne vais pas justifier ici, mais c'est de mener les démarches auprès des autorités pour le comprendre. D'ici là, une liste sera publiée. Pour le moment, j'ai souligné et j'insiste sur le cas de ces 2 personnalités militaires. Merci. Merci, Bilan. Bien.
je voulais vous remercier. Je vous dis merci d'être venu à ce petit point de presse. Chaque fois qu'il s'agira de la nation ivoirienne, chaque fois qu'il s'agira d'une situation qui engage la vie des Ivoiriens, nous nous ferons fort de nous prononcer. C'est ça notre rôle en tant qu'acteur politique. Je voudrais donc dire merci au chef de l'État pour les mesures qui ont été prises et je voudrais donc plaider pour qu'il continue sur cette lancée. Les Ivoiriens en ont besoin et la Côte d'Ivoire elle-même en a besoin. Pour les mesures de déguerpissement, je demande qu'elles soient accompagnées d'humanité et qu'on ne jette pas les Ivoiriens comme ça à la rue. Ils n'en ont pas besoin. Pour finir, le chef de l'État pouvait même donner le sourire aux lèvres des Ivoiriens en suspendant au moins pour 2 mois la mesure de 10% sur l'électricité, par exemple. Au nom de ce trophée qui a été pris. Et la Côte d'Ivoire ne va pas chuter. Ça, les joueurs ont eu 50 millions. Les joueurs ont eu 50 millions aussi pour une villa. Le coach a eu sa part. Le staff technique a eu sa part. Nous, les supporters, on n'a rien eu. C'est pas normal. Ce qu'on pouvait avoir au moins, c'était la suspension de la mesure de 10% de l'électricité. Parce que nous avons été dans tous les stades. On a trop pleuré. Au moins, on peut nous consoler avec cette mesure de suspension. Et je le demande au nom des Ivoiriens, au chef de l'État. Je vous remercie.